Monsieur Milon va peut-être prendre un siège, Monsieur Milon. Monsieur Milon, quand vous êtes prêt, vous nous le dites. Alors, mes chers collègues, nous débutons nos travaux ce matin par une table ronde sur les enjeux éthiques et philosophiques que soulève la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir et la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement aux soins palliatifs et plus spécifiquement la première de ces deux PPL. Alors je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Alors je remercie de leur présence Monsieur Bernard-Marie Dupont, médecin, juriste, professeur d'éthique médicale, Monsieur Jacques Ricot, philosophe, agrégé et docteur en philosophie, chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Nantes, formateur des personnels des soins palliatifs. Et Monsieur Francis Wolf, philosophe, professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure. Alors je vais sans plus attendre vous laisser la parole pour un propos introductif dans lequel vous pourrez nous livrer votre regard sur les évolutions législatives que proposent ces deux textes et en particulier l'ouverture et l'encadrement d'un droit à l'aide à mourir. Ensuite, les rapporteurs et les membres de la commission qui le souhaiteront pourront vous interroger. Et maintenant, vous avez la parole. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez. Monsieur Ricot, vous commencez ? Merci Madame la Présidente et merci à vous, sénatrices, sénateurs, de cette proposition de mettre en dialogue des philosophes. Je me présente très rapidement. Ça fait maintenant 33 ans exactement que de façon quasi hebdomadaire, je suis de très près ce qui se passe quand des personnes en grande difficulté, en grande souffrance, demandent à mourir, puisque j'ai fréquenté les services de soins palliatifs dès 1992 et que j'ai adhéré à une association de bénévoles d'accompagnement. Donc, il est vrai que le point de vue que j'adopte ici, c'est plutôt celui de quelqu'un qui, à la fois, regarde l'évolution de la société et en même temps qui regarde ce qui se passe réellement quand les personnes arrivent au bout du chemin de la vie. Et donc, je ne ferai pas mystère des convictions qui, au fil du temps, sont devenues les miennes. Et je parlerai tout de suite de la proposition de loi qui vous arrive en ce moment en débat prochainement au Sénat, après avoir été, comme vous le savez tous, évidemment, voté à l'Assemblée nationale. Naturellement, je vous sais très informés les uns et les autres. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter il y a 2 ans déjà pour une table ronde de ce même genre. Et votre rapport, que j'ai lu très attentivement, m'a paru de très loin l'un des meilleurs que j'ai jamais lu sur ces questions. Alors, quoi dire de plus après tant et tant de pages et de conférences que j'ai pu donner ça et là? Eh bien, j'irai directement au texte qui vous est soumis et je le ferai à ma manière de philosophe habitué à regarder très attentivement ce qui est écrit et non pas ce qui est dit de ce qui est écrit. Vous m'excuserez de commencer par une trivialité. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, disait Camus, mais ce qui m'importe, c'est la suite de cette citation que l'on ressasse à longueur de temps. Et voilà ce qu'il disait. Il parlait de Parrain. Et justement, la grande misère humaine qui a longtemps poursuivi Parrain et qui lui a inspiré des accents si émouvants, c'est le mensonge. Sans savoir ou sans dire encore comment cela est possible, il sait que la grande tâche de l'homme est de ne pas servir le mensonge. S'il y a une vocation du philosophe, je crois que c'est celle-là, ne pas servir le mensonge, et j'ose ajouter que c'est aussi la vocation du législateur. Or, la loi ne dit pas ce qu'elle fait. La proposition de loi ne dit pas ce qu'elle fait, je dis qu'elle le dissimule. Or, la loi a une fonction expressive, vous le savez mieux que personne. Elle a une fonction symbolique.
Alors je laisse de côté ici les maladresses de rédaction. Dans les conditions d'accès, vous avez remarqué au quatrièmement qu'il était écrit que présenter une souffrance physique ou psychologique constante était une condition d'accès justement tout à fait admissible. Et vous avez lu une dernière phrase qui dit autre chose. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. C'est une maladresse de rédaction. Je la mets sur le compte d'une sorte d'improvisation dans la manière dont le texte a été présenté. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est plutôt de cette manière que le législateur de l'Assemblée nationale, dans sa majorité, pas dans sa totalité certes, mais dans sa majorité quand même, la manière qu'il a eue de définir l'aide à mourir. Vous le savez, la PPL promeut l'assistance au suicide et à l'euthanasie sous le vocable de l'aide à mourir. C'est étrange. C'est étrange et c'est ambigu, et puisque c'est ambigu, c'est dangereux. Je comprends bien, on veut faire des distinctions entre les différentes formes de suicide, et je suis le premier à les faire, ces distinctions. Ça n'est pas la même chose quand un kamikaze japonais s'immole, quand un attentat suicide est commis. Ce n'est pas la même chose non plus quand Brossolette se jette par la fenêtre, lui le résistant, pour n'avoir pas à dénoncer sous la torture ses camarades. Ça n'est pas la même chose quand quelqu'un, de façon mystérieuse, parce que chacun d'entre nous a un tas de petits secrets, se donne la mort alors que rien ne le laissait pressentir. Ce n'est pas la même chose non plus quand quelqu'un qui s'estime dans des souffrances insupportables souhaite donner fin à sa vie, mettre fin à sa vie et le faire réellement. Je sais bien qu'il y a toutes ces distinctions, mais ce sont des distinctions précisément. Et ce n'est pas une raison pour supprimer le mot qui désigne de la façon la plus claire une chose. Et j'ai entendu que c'était la maladie qui emportait le malade quand la personne se suicide. Mais non, ce n'est pas la maladie. C'est la maladie qui va causer, évidemment, cette volonté de mettre fin à ses jours, de la demander à autrui. Mais ce n'est pas la maladie qui emporte. Enfin, il y a des ambiguïtés de ce genre qui font que le débat n'est pas serein. J'ai même entendu, y compris dans cette enceinte, ici où nous nous trouvons, des plaidoyers pour l'euphémisation, justement parce qu'il ne faut pas choquer, il ne faut pas dire les choses de façon trop brutale, parce que voilà, on veut être dans la douceur, mais rien n'est plus cruel que cette forme de douceur qui consiste à masquer les choses dont on parle, je trouve. Ce plaidoyer pour l'euphémisation, c'est le président de la République, je suis au regret de le dire, qui l'a enclenché le premier, dans l'entretien qu'il avait donné au journal Libération et à la Croix en mars 2023. Et il avait été suivi par, je m'excuse de la citer, mais Madame Vautrin, qui avait dit très exactement ceci, que je tiens à dire. Quand on parle d'euthanasie, on parle de donner la mort avec ou sans consentement. Ça n'est pas du tout le sujet ici. Ben si, c'est le sujet ici. Mais si, c'est le sujet ici. Elle avait ajouté, quand on parle de suicide assisté, c'est donner la mort, c'est donner à quelqu'un la possibilité de déterminer la fin de sa vie. Ça n'est pas le cas ici. Mais si, madame, c'est le cas ici, et complètement. Donc, il y a un premier problème ici, qui est de ne pas dire les choses, de ne pas les nommer. Et en effet, on ajoute au malheur du monde, et on va plus loin, on serre le mensonge. Alors, j'ai entendu dire que l'aide à mourir était en continuité avec les lois précédentes. Moi qui les ai observées très attentivement, j'ai eu la charge d'enseigner la bioéthique pendant beaucoup d'années à l'université, et j'ai suivi de façon très, très rigoureuse l'évolution législative de notre pays depuis très longtemps. J'ai eu l'honneur, là encore, d'être associé à la préparation de la première loi, celle dite Leonetti, celle du 22 avril 2005, et je peux vous garantir que l'aide à mourir dont il s'agissait à cette époque-là n'avait strictement rien à voir avec le fait de faire mourir délibérément quelqu'un, fût-ce à sa demande. C'était le soulagement de la douleur qui était mis en avant, c'était l'obstination déraisonnable qui était interdite, c'était la limitation des traitements, bref, toutes choses que vous savez pertinemment. Donc il y a discontinuité incontestablement entre ce qui nous est proposé aujourd'hui et ce qui a eu lieu auparavant. Et donc, j'aime beaucoup cette formule qui, je crois, est issue de l'un des vôtres. Il y a une distinction à faire entre
ceux qui vont mourir et pour lesquels nos lois actuelles sont parfaitement armées. Tout le monde en convient, je crois, et cela, quelles que soient les positions idéologiques ou politiques que l'on peut avoir sur le sujet. Il faut faire cette distinction entre ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir. Si on ne tient pas fermement cette distinction, alors le débat est embrouillé d'une manière telle que jamais nous ne pourrons en sortir, quelles que soient par ailleurs nos positions. Or, j'ai entendu qu'il fallait brouiller cette distinction puisque tout le monde va mourir. Mais non, mais quand on dit ceux qui vont mourir, ça veut dire ceux qui vont mourir à très court terme. Et là-dessus, les définitions sont sans ambiguïté. Tout le monde sait dans le milieu médical, et même comme moi quand on n'est pas dans le milieu médical, que les choses sont parfaitement claires, pertinentes là-dessus. J'entends dire aussi, pour éviter ces mots qui fâchent, qu'il faudrait parler d'un chemin. Excusez-moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un chemin. Alors j'en viens peut-être à ce qui est, à mes yeux, le tour de passe-passe le plus inquiétant. C'est celui que vous trouvez dans la troisième condition d'accès de l'article 4 et que je veux lire ici. C'est la reprise d'une formule que je trouve très floue de la Haute Autorité de la Santé. La personne doit être atteinte d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale. Alors il faudrait relire cette phrase, il faudrait bien la regarder. Vous savez forcément qu'elle est venue en dernière minute dans le projet de loi de l'année dernière pour justement pallier l'insuffisance de définition constatée par tout le monde du moyen terme, du fameux moyen terme, et à plus forte raison du long terme. Parce que le projet de loi, vous le savez, au départ, prévoyait ces mots. Alors, comme ces mots ont été récusés, la Haute Autorité de la Santé, dans sa sagesse, a dit « mais non, on ne sait pas définir le moyen terme, en effet, on ne sait définir que le court terme ». Ils ont trouvé cette formule un petit peu alambiquée qui a fait l'objet d'une sorte de copier-coller au dernier moment et qui arrive désormais dans la PPL. Alors, si on la regarde de près, être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, on n'est pas du tout éclairé. On n'est pas du tout éclairé parce qu'on est, bien sûr, dans le processus est irréversible. Je crois avoir cité ici même le cas d'un de mes amis décédé à 85 ans et qui était atteint dès sa naissance d'une maladie mortelle, incurable, et qui n'a jamais été guéri de sa maladie mortelle. Donc la phase avancée, ici, rend éligible un nombre extraordinairement élevé de pathologies. Le législateur n'a pas été très prudent dans cette rédaction où la HAS, justement, invitait au contraire à la prudence. Eh bien, je crois qu'ici, il faut être très vigilant. Maladie de Charcot, affection chronique, cancer, diabète, maladie du rein. Enfin, voilà beaucoup de situations éligibles, j'allais dire, du premier coup, à l'aide à mourir. Je viens de prononcer le nom de maladie de Charcot. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas si je l'avais dit ici, mais je suis très marqué par le fait que la meilleure amie de ma fille était atteinte de la maladie de Charcot et est décédée récemment. Et vraiment, je peux témoigner, et d'autres le feront certainement. Si vous interrogez les médecins, ils vous diront la même chose. Quand on accompagne correctement un malade de Charcot, dans l'immense majorité des cas, sa mort survient de façon apaisée et naturelle. Alors bien sûr, les médias s'emparent de cas exceptionnels. Vous connaissez tous le cas tragique de M. Charles Pietri, ce journaliste sportif qui dit tout fort qu'il ne souhaite pas que sa vie se continue indéfiniment, et comme on le comprend. La question n'est pas simplement celle d'écouter ce qu'il nous dit. Le problème est de savoir quelle réponse nous lui faisons. Or, la réponse de M. Macron que j'ai entendue à la télévision en direct était « oui, vous inquiétez pas, on va faire une nouvelle loi ». Mais la première réponse, c'est de dire « mais M. Pietri », parce que la réponse s'adresse finalement à lui, mais à tout le monde, « mais M. Pietri, nous avons une autre réponse, c'est celle de vous soutenir, c'est celle de vous accompagner, et non pas de provoquer une sorte d'anxiété contagieuse dans les rangs de ces personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives cruelles. Et là, je me dis, mais n'est-ce pas la fraternité qui est en train de souffrir, et elle aussi qui fait l'objet de mensonges
Parce que pour moi, la fraternité, ça a toujours été soutenir quelqu'un dans sa détresse et non pas lui dire « mais oui, tu as raison, vu l'état où tu te trouves, il est normal que tu souhaites disparaître. Et d'ailleurs, la société va t'en donner les moyens. » Il y a quelque chose ici qui résiste en moi très profondément. La fraternité, c'est une valeur qui nous vient du fond des âges. Elle est validée par la République et je n'aime pas qu'elle soit dévoyée. J'ai apprécié, dans un livre que je laisse à la disposition de nos rapporteurs, il vient d'être publié il y a quelques semaines simplement, nous sommes 70 contributeurs d'horizons très très différents. Je précise tout de suite qu'il n'y a aucun horizon religieux dans le travail que nous avons fait en commun. J'ai apprécié dans ce texte le témoignage, l'analyse de Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, qui termine par cette formule que je soumets à votre sagacité parce que précisément se trouve ici équilibrée cette demande croissante de liberté et de droits subjectifs de notre société et justement le fameux équilibre avec ce que serait la solidarité, c'est-à-dire la fraternité. Je vous le cite. Voilà ce qu'il ose dire, lui, de son côté, et que je ne suis pas loin de partager. Mieux vaut le risque de refuser de donner la mort à une personne la souhaitant vraiment que de l'infliger à quelqu'un qui la demanderait sous la pression insidieuse de son environnement. Or, la seconde situation est bien plus probable que la première. Je crois qu'il sait de quoi il parle lui aussi. La pression, elle existe. La pression, elle existe déjà, puisque on nous chante, on nous dit, on nous vante précisément la gloire de ceux qui s'en vont héroïquement mourir en Belgique. 0,06% de la population en ce moment. Est-ce que ça vaut la peine de faire cette héroïsation? Alors, si vous me permettez de continuer un tout petit peu sans vouloir abuser du temps dont je dispose et que je ne veux pas voler aux autres intervenants, bien entendu, je voudrais de façon plus positive essayer de réfléchir à ce que pourrait être l'évolution de nos sociétés. Alors j'ai pensé d'abord à l'Oregon. Vous connaissez la situation de l'Oregon. Je crois pouvoir me vanter de bien connaître la situation canadienne où je me suis rendu, où j'ai co-dirigé une thèse sur le sujet. Je crois bien connaître la situation belge. J'ai rédigé une postface d'un livre de soignants belges qui se pose des questions sur l'euthanasie. Je crois bien connaître la situation suisse, puisque là encore, j'ai rédigé une postface, un ouvrage récent sur la question. Eh bien, l'Oregon, je ne m'y suis jamais rendu, mais je me suis documenté. Or, alors que partout ailleurs, les nombres d'euthanasie croient de façon exponentielle, le record absolu étant battu par les Canadiens en très peu d'années, alors que chaque année, le nombre augmente de façon exponentielle, alors que les chiffres d'ailleurs qui nous sont donnés sont largement en dessous de la vérité, puisque, comme vous le savez, en Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a contesté la manière dont les évaluations de ces euthanasies étaient faites, et que, d'autre part, il y a là-bas des sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès qui sont hors de proportion avec le nombre qui existe en France. Nous savons que ces chiffres sont quand même de plus en plus élevés, et dans certaines zones, ils atteignent jusqu'à 20%, des décès. Ça veut dire qu'on est loin d'une exception. On est loin de ce chemin pour des cas tout à fait singuliers, tout à fait exceptionnels, de personnes ne pouvant pas être soulagées. Eh bien, je me suis dit, mais en Oregon, qui est le pionnier en la matière, puisque c'est le premier État dès 1997 qui a légalisé, dépénalisé plus exactement, le suicide assisté. Comment se fait-il que dans l'Oregon et dans la dizaine d'autres États des États-Unis qui ont suivi le même chemin, comment se fait-il qu'on en reste depuis 28 ans à un chiffre qui ne bouge pas et qui est de 0,6% de décès par an? On peut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle différence entre nos pays? Je dis nos pays parce que nous sommes très voisins culturellement et souvent géographiquement, Belgique, Hollande, Canada. Les autres pays sont plus récents, donc on n'a pas de données suffisamment claires. Mais là, on en a. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, premièrement, la culture américaine est une culture à l'opposé de la nôtre. Elle consiste à dire qu'il ne faut surtout pas que l'État se mêle de ce que je fais. C'est à moi et à moi seul de m'injecter le poison mortel si je décide de le faire. Nous, c'est le contraire en France. Quand on a un problème, vous savez bien, on se tourne vers l'État.
Là-bas, c'est le contraire. Quand on a un problème, on ne veut pas que l'État s'en mêle. Il y a cette différence culturelle qui nous vient du fond des âges, et mes collègues philosophes savent aussi bien que moi que nous n'avons pas tout à fait les mêmes références philosophiques, culturelles d'un côté et de l'autre du monde anglo-saxon et de ce côté-ci de l'Europe continentale. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison, me semble-t-il, qui explique la remarquable stabilité de ce chiffre, c'est que là-bas, il est interdit de faire de la publicité pour le suicide assisté. Alors que nous, la loi n'est pas votée et nous voyons à longueur d'antennes de télévision, à longueur d'émissions de radio, à longueur de colonnes de journaux, des publicités que je trouve indécentes pour les personnes qui vont mourir. On les filme, on les applaudit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on connaît l'effet de contagion du suicide, toutes les personnes qui s'en occupent, j'en fais partie modestement à mon échelle, savent à quel point c'est contagieux. Je vais faire l'éloge du suicide, pas seulement chez les adolescents. Monsieur Rico, si je peux vous demander d'aller à la conclusion, parce que je prends en cours, je suis désolé. Moi je m'arrête dès qu'on me dit de m'arrêter, bien entendu. Donc je vous fais un petit signe. Alors, je termine. Je dirais simplement que, oui, il y a des... Alors, je ne défends pas le modèle oregonais. Je ne le défends pas parce que je ne crois pas qu'il soit applicable à la France d'aujourd'hui pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais je termine d'un seul mot. Je dirais que la proposition de loi essaie de baliser, mais en balisant, elle banalise inévitablement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Rico. Et puis toutes mes excuses pour mon arrivée tardive. Voilà, mais il y avait une autre réunion avant. Je vais donner maintenant la parole à monsieur Wolf, d'accord, pour votre intervention. Alors, un propos liminaire, voilà, et puis qui permettra ensuite de donner la parole à monsieur Dupont et surtout d'ouvrir les questions pour pouvoir échanger. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. La loi qui vous est soumise au nom du peuple français est, à mon sens, une loi de liberté. Et je voudrais très rapidement en rappeler les enjeux éthiques et philosophiques, je pense, sans rien vous apprendre à ce sujet. Nous n'avons pas choisi de naître, et nous ne sommes pas libres de ne pas mourir. Nous mourrons nécessairement. Mais nous devons pouvoir être libres de ne pas vivre une vie insupportable. Ce n'est pas le cas actuellement. Dans l'état présent de la législation, beaucoup de patients ne sont pas en mesure d'exercer cette liberté et vivent la fin de leur vie comme une descente aux enfers et non comme l'issue inévitable de la condition humaine. Cette loi n'a donc pas vocation à octroyer un nouveau droit individuel sorti de quelque officine libertarienne, mais de simplement lever l'obstacle érigé actuellement à l'exercice par chaque citoyen du droit naturel de disposer de sa propre vie dès lors qu'il ne nuit pas à celle d'autrui. Car ce qui a une valeur absolue, c'est la vie humaine en tant qu'elle est humaine, c'est-à-dire dès qu'elle est humaine et tant qu'elle est humaine. Ce n'est ni la vie végétative ou embryonnaire, ni la vie de l'agonisant accablé de douleurs réfractaires, ni l'existence désespérée de ceux qui se sentent plongés progressivement dans la déficience cognitive ou la grande dépendance. Vivre est bon, mais vivre n'est que le moyen de vivre quelque chose. Sénèque, le stoïcien, disait « Ce qui est bien, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien ». Pour l'être humain, doté de conscience et de conscience de soi, vivre au sens d'être simplement vivant n'est pas une valeur en soi, c'est son contenu qui donne valeur à la vie, non le vivre en tant que tel. On peut évidemment ne pas partager cette analyse. Certains dans notre société ont la conviction qu'une vie humaine, quel qu'en soit le vécu, si atroce soit-il, continue d'avoir une valeur absolue et intrinsèque parce qu'elle est un don de Dieu. Chacun est libre de le penser et de se conduire en conséquence. Mais on doit aussi être libre de ne pas le penser. Montaigne remarquait qu'on n'offense pas les lois faites contre les meurtriers quand on ôte sa propre vie, pas plus qu'on offense les lois faites contre les voleurs quand on emporte son propre bien. C'est pourquoi, dans la République laïque, les obstacles que rencontrent aujourd'hui les plus faibles et les plus démunis,
au libre choix de leur vie et de sa fin doivent être levées. Et dans certaines conditions soigneusement encadrées, l'aide active à mourir doit être légalisée. Il faut évidemment tout faire pour que cette assistance soit purement instrumentale et au service de la volonté du patient exprimée de façon libre et éclairée. Faciliter alors une sortie digne, sereine et apaisée de celui ou de celle qui, en toute conscience, a choisi de prendre la clé des champs, comme disait Montaigne, est un acte de compassion et sinon de charité, du moins d'humanité. Il faut aussi des garanties objectives sur l'irréversibilité de l'état du patient, car le caractère subjectivement insoutenable de son vécu ne justifie pas toujours cette assistance et parfois même l'interdit. On doit tout faire, évidemment, pour empêcher l'adolescent brisé par un chagrin d'amour ou le malade bipolaire en phase dépressive de mettre fin à ses jours, car leur détresse n'est ni irréversible ni incurable. Mais lorsque la médecine n'a plus fonction de guérir, qu'elle ne peut plus soigner, elle doit encore soulager et faciliter les départs volontaires. Ce n'est pas là une invention malsaine de nos sociétés individualistes déboussolées, comme on l'entend ici ou là. C'est une exigence éthique aussi ancienne que la médecine elle-même, comme le reconnaissait déjà le philosophe Francis Bacon en 1623. Je cite, « L'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'atténuer les douleurs et souffrances attachées aux maladies et de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible. Car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie, reprenant ainsi un terme ancien datant de Suétone. » Le débat philosophique actuel répète, à mon sens, celui de l'IVG il y a 50 ans. Les convictions de ceux qui estimaient que la vie infrahumaine de l'embryon n'appartient pas à celle qui la porte s'opposaient à la position de ceux qui défendaient le droit des femmes à disposer de leur propre corps. La laïcité a tranché, en laissant libres les unes sans obliger les autres. Le débat est, à mon sens, aujourd'hui le même. Vous pouvez certes estimer qu'il n'appartient pas aux représentants de la communauté nationale de trancher ces débats philosophiques. Vous laisserez alors s'imposer le principe neutre de laïcité, laisser libres les uns sans obliger les autres. Vous pourrez aussi estimer qu'il ne vous revient pas de trancher entre les principes et vous en tenir prudemment aux conséquences. Vous penserez donc, alors que la légalisation de l'IVG n'a pas sensiblement augmenté leur nombre, mais a considérablement amélioré les conditions dans lesquelles elle était pratiquée clandestinement pour celles qui n'avaient pas les moyens de se rendre en Grande-Bretagne, la légalisation de l'aide active à mourir améliorera les conditions dans lesquelles elle est aujourd'hui pratiquée de façon erratique et permettra de ne pas réserver le droit de choisir leur fin aux seules personnes qui ont les moyens de se rendre en Belgique ou en Suisse. En évitant tout débat philosophique, vous donnerez à cette demande sociale une réponse politique par le droit de la laïcité ou par l'exigence de justice sociale. Et j'ajoute qu'il me semble, et je le dis avec émotion, que tous ceux qui ont assisté impuissants et coupables de leur propre impuissance à l'insupportable agonie d'un de leurs proches vous comprendront. Ce n'est donc pas de mort dont il est question dans cette proposition de loi, c'est bien de vie, de fin de vie, de la moins mauvaise fin possible, de la vie la plus humaine possible. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre intervention. Je donne maintenant la parole à M. Dupont. Monsieur le Président, Madame le sénateur, voilà. On a fait appuyer sur le bon bouton. Donc, Monsieur le Président, Madame le Vice-président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes chers collègues profs de philo, vous avez entendu deux avis vraiment divergents. Vous allez en entendre un troisième. Voilà. Je vais essayer de dire ce qui n'a pas été dit. Donc, comme
à partir d'une certaine expérience de médecin. Moi, je suis hématologue et oncogénéticien. J'ai travaillé une dizaine d'années en Angleterre dans les soins palliatifs, puis après au Canada et ensuite en France. Et puis j'ai enseigné pendant 25 ans la philosophie, alors classiquement en lycée, puis ensuite dans l'enseignement supérieur. Et étant scientifique, j'ai enseigné dans l'enseignement supérieur essentiellement la philosophie des sciences, l'épistémologie et évidemment l'éthique médicale. Donc moi je suis un disciple revendiqué de Georges Canguilhem, mais vraiment un élève de François Dagonier et de Michel Foucault. Donc je vais essayer de dire un petit peu ce qui n'a pas été dit et ce qui rejoint quand même alors l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre par morceaux. Pour moi, en tant que médecin, il y a un moment décisif qui s'appelle la fin du 19e siècle. Alors, je ne fais pas un cours d'histoire, de philosophie des sciences, c'est très actuel. Et qui s'appelle Claude Bernard et la naissance de la médecine expérimentale. Tout le XXe siècle va entrer la médecine dans une ère dont nous sommes toujours les héritiers au XXIe siècle, de recherche, d'approfondissement, de prouesses technologiques, allant, on peut l'espérer, dans le sens des intérêts des personnes atteintes de pathologies souffrantes. Bon, je ne vais pas vous refaire le catalogue, qui est une espèce de catalogue de la vie, réparé, mais de tout ce qui a été fait au XXe siècle. Nous sommes dans l'ère, c'est comme ça, de la médecine triomphante, on peut en débattre, mais en tout cas de la médecine de l'efficacité. Ça, c'est une réalité. Et il y a une chose dont on parle peu, c'est l'année 1959, à maintes reprises, je l'ai déjà dit, c'est dans la presse médicale, dans la revue de presse médicale, qui est une revue importante, le moment où deux chercheurs français, deux neurologues français, Mollaret et Goulon, qui sont décédés aujourd'hui, présentent les cas de 23 patients qui, jusque-là, auraient été considérés comme décédés, alors je fais simple, hein, en mots, je vulgarise un peu, excusez-moi, et qui sont maintenus en vie, alors je ne mets pas de connotation sur le mot vie, mais qui sont, on va dire, artificiellement maintenus en vie par ce qui s'appelle une ventilation mécanique. Et Mollaret et Goulon, en 1959, donc c'est récent, ils inventent la réanimation médicale sans le savoir. Mais ça va bien au-delà. Ce que font Mollaret et Goulon en prenant ces 23 patients qui, jusque cette époque, auraient été considérés comme morts avant, en les maintenant, entre guillemets, en vie. Alors après, on peut débattre du mot vie, effectivement. Je rejoins M. Wolf. Ces deux médecins, en fait, sont en train de bouleverser, et si nous sommes ici ce matin, c'est, j'allais dire, grâce ou à cause d'eux, la définition de la mort. Puisque jusque Mollaret et Goulon, le lieu de la mort et le temps de la mort, c'était assez simple. Le temps de la mort, c'était la palissade. C'est-à-dire qu'il y avait la vie, puis après, il y avait la mort. Entre deux, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle du médecin, c'était de constater que la mort était advenue. Il n'y avait pas de fin de vie au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire une vie qui s'étire, plus ou moins abîmée, etc. Il y avait, comme l'aurait dit M. de la Palisse, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Donc, pourquoi ? Parce que la mort était définie par des critères cardiovasculaires. Donc, on avait un arrêt du cœur. Alors, bien sûr, il y avait une recherche d'un certain nombre de signes pour voir si on était bien face, non pas à un ralentissement, un problème particulier, par exemple, problème des noyés qui peuvent laisser croire que, mais c'était bien la recherche de la mort advenue. Pas la fin de vie qui s'étire, pas la mort qui arrive, mais la mort qui est advenue. Donc, il n'y avait pas d'espace intermédiaire. On constatait. Et donc, le temps de la mort, c'était un temps instantané, ça arrivait. Et puis, le lieu de la mort, c'était le cœur. Mollaret et Goulon, en 1959, avec tout ce qui va suivre, en inventant sans le savoir la réanimation médicale, ils vont déplacer, et ça je pense que c'est une donnée essentielle, absolument centrale, et pour les années qui viennent, ils vont déplacer le temps et le lieu de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils vont, je vous passe tous les détails, hein, si ça vous intéresse, je reste à votre disposition, mais bon, ils vont transformer la définition de la mort, non plus, ils vont la déplacer d'une mort cardiovasculaire à une mort cérébrale. Et en introduisant la dimension de la mort cérébrale, c'est-à-dire que le cœur, c'est plus lui qui dit la mort. Pourquoi ? Parce que s'il s'arrête, j'ai des machines pour maintenir le corps en vie. Ils vont déplacer vers la partie supérieure, vers la partie haute, et faire en sorte que, du coup, on n'a plus simplement un arrêt cardiaque, mais on va voir de multiples possibilités en fonction du degré d'atteinte cérébrale.
Est-ce que ça sera les hémisphères cérébraux? Est-ce que ça sera le tronc cérébral? Est-ce que ça sera plus haut? Est-ce que ça sera plus bas? Est-ce que ça sera tout? C'est-à-dire que, je ne vais pas vous faire offense en vous rappelant qu'a priori, le cerveau, c'est le lieu de la pensée, mais c'est aussi le lieu, d'une certaine manière, de la vie relationnelle, de la réflexion, du débat, de l'expression d'une volonté, libre ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, en déplaçant tout ça, toute cette dimension de la mort, en fait, ils ont ouvert un espace vertigineux qui est celui de l'herméneutique et de l'interprétation. Parce qu'on n'aura plus une seule mort advenue, on aura la mort qui vient en multiples séquences possibles et interprétations. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, la mort qui n'est plus cardiovasculaire, c'est-à-dire instantanée, son cœur s'arrête, on constate, alors bien sûr il y avait des vérifications quand même, les croque-morts, n'est-ce pas, qui croquaient l'orteil, etc. Bon, mais il y avait quelques signes, c'était assez simple. Mais en transformant ça, en déplaçant le lieu de la mort vers l'activité cérébrale, comme je vous l'ai dit qu'on peut aujourd'hui l'étaler, on supprime le temps par la durée. Et le problème que nous avons aujourd'hui, et encore plus demain, c'est qu'on ne va plus avoir nécessairement l'instant de la mort, mais la durée d'une fin de vie qui va s'étaler dans un temps plus ou moins long, avec plus ou moins de difficultés. C'est-à-dire faire face à des situations qui, pour certaines, sont plus ou moins difficiles. Et je crois que c'est ça, le grand changement. Le grand changement est un changement épistémologique. C'est-à-dire que grâce à ces machines, grâce ou à cause, moi je pense que c'est grâce, parce qu'ils ont apporté, Mollaret et Goulon ont permis aussi la chirurgie de la greffe. Henri Caillavet s'est aussi emparé de cette question de la chirurgie de la greffe. La greffe n'a été possible que parce qu'on arrivait à maintenir des corps chauds, alors qu'on pouvait jusque-là ne pas le faire. Donc retenez ceci. Pour moi, la durée qui s'installe entre le moment où je dis « je ne vais pas trop bien, je ne sais pas ce que j'ai, je vais voir mon médecin », et le moment où je suis en métastase, ou qu'on découvre une maladie de Charcot, ou d'autres pathologies qui arrivent derrière, eh bien, la durée s'installe, et c'est dans la durée que la problématique que nous rencontrons ici advient. Alors, je ne vais pas aller trop loin, puisque je pense qu'il y aura des questions. Ce que je voulais vous dire, moi, personnellement, d'expérience, voilà. Je pense au rôle du législateur, puisqu'il me semble que vous êtes sénateur, c'est-à-dire que vous devez aussi penser l'intérêt général et le politique. Moi, cette dimension-là m'intéresse. Alors, elle m'intéresse, cette dimension de l'intérêt général, en rousseauiste, d'une certaine manière que je suis, ou en jacobin, hein, le vrai jacobin, pas celui qu'on accuse à tort d'un centralisme qui n'est pas de son fait. Et puis, je viens aussi d'une ville qui s'appelle Arras et qui est le pays d'un juriste remarquable qui s'appelait Robespierre. Ce que je veux dire, c'est que vous avez à définir l'intérêt général. L'intérêt général, il pense, par définition, l'intérêt du plus grand nombre. Mais il ne peut pas penser tous. Forcément, quelle que soit la loi, vous avez forcément des personnes ou des groupes de personnes qui, pour de bonnes, de moins bonnes ou de très bonnes raisons, ne s'inscrivent pas dans ce qui a été dit. Et vous savez mieux que moi, puisque vous êtes le législateur, que la loi doit aussi penser l'exception, ou faire en sorte que l'exception puisse être entendue d'une manière ou d'une autre. Et dans cette question sur la fin de vie, après des années d'expérience, de gens que j'ai vus, d'enfants à qui j'ai fermé les yeux en pédiatrie, ou d'adultes, je ne suis pas convaincu que cette dimension de la volonté générale telle qu'elle est affirmée, disant ou affirmant que c'est une volonté de la majorité absolue de voir une loi qui légalise bien plus encore qu'elle ne dépénalise, il me semble que, personnellement en tout cas, j'ai surtout rencontré quelques exceptions. Parmi ces exceptions, il y en avait une ou deux, je n'en ai pas rencontré beaucoup, 3, 4 grands maximum, qui aujourd'hui pourraient être solutionnées grâce à la prise en charge médicale de la douleur. Et effectivement, j'ouvre une petite parenthèse, il faut développer les soins palliatifs, mais je le dis tout de suite, on ne peut pas opposer d'un côté soins palliatifs et légalisation ou pas de l'euthanasie. Ce sont deux choses différentes. Et parmi les personnes que j'ai vues, je peux dire qu'il y a eu 1 ou 2 personnes pour lesquelles la demande d'euthanasie aurait mérité effectivement une exception. Donc, à la différence de mes 2 collègues, mais en même temps de manière complémentaire,
et pensant au législateur qui doit définir l'intérêt général. Je maintiens qu'il faut, c'est ma position, maintenir l'interdit fondamental. C'est-à-dire, moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas légaliser et de ne pas dépénaliser. Mais en même temps, je suis convaincu que dans certaines situations exceptionnelles, gravissimes, peut-être que ce sera mon cas, peut-être que ce sera le cas d'un de mes proches, il faut, et je m'en remets là à la lecture et aux conclusions de l'avis 63 du Comité consultatif national d'éthique en 2000, qu'on a trop vite enterré et oublié, qui disait « il faut maintenir l'interdit fondamental du donner la mort, mais il faut penser et organiser l'exception ». Et je regrette que le CCNE, dans son avis 63, n'en restait que là. Je pense que dans certaines situations exceptionnelles, il faut pouvoir penser et organiser l'exception. Alors, quelle est la différence? Je ne veux pas que ça soit dépénalisé comme pendant très longtemps en Belgique. Vous commettiez un acte, ça arrivait sur le bureau du procureur du roi, c'était un acte médical, c'était classé. Moi, je veux que nous, médecins, nous ayons à rendre des comptes devant la communauté nationale. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on a tous les droits, toutes les compétences ou qu'on pourrait ne pas subir de contrôle. Ce que je veux dire aussi dans la loi Leonetti, je terminerai par là, c'est que j'ai vu arriver tous les excès. Je les vis au quotidien encore cette semaine. Entre la sédation en situation terminale, qui était le but de la loi, et la sédation à visée terminale, parfois la frontière est étroite. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain en gériatrie? Qu'est-ce qui va se passer demain avec un certain nombre de maladies neurodégénératives? Qu'est-ce qui va se passer quand on aura des patients qui coûtent cher à la société, qui auront un cancer, qui seront Alzheimer, qui n'auront plus de famille et pas les moyens pour payer? Moi, je pense que si à minima on dépénalise et si à maxima on légalise, il n'y a plus de contre-pouvoir pour le corps médical que d'une certaine manière je représente. Il faut nous encadrer, il faut qu'en tant que citoyens, nous ayons des comptes à rendre. Donc je ne ferme pas la porte à certaines situations exceptionnelles, mais je pense qu'il faut les encadrer. Et si demain je commettais un tel acte, je dois rendre compte à la société qui décidera en fonction d'arguments, si ma culpabilité est engagée ou non. Je ne veux pas être disculpé d'emblée. Merci, Monsieur Dupont. Je vais maintenant donner la parole à nos rapporteurs. Je vais commencer par Christine Bonfanti-Dossat. Merci, messieurs, pour vos exposés très intéressants et au point de vue tout de même un peu différent. Je vais vous poser quelques questions. Le discours favorable à la légalisation de l'aide à mourir, et ils sont nombreux, se structure autour de la notion de liberté de l'individu à choisir les conditions et les moments de sa mort. Selon certains critères retenus par cette proposition de loi, ils seraient éligibles à exercer cette liberté lorsqu'ils estiment que la souffrance que leur procure leur maladie grave, leur état, est insupportable. Or, depuis la dépénalisation du suicide intervenue en 1818, tout individu a le droit de s'ôter la vie. Si l'on légitime le droit à l'aide à mourir par la reconnaissance de la volonté de l'individu de disposer de sa vie, comment alors justifier que la seule volonté de suicide des personnes qui rentrent dans les critères de l'aide à mourir soit respectée et qu'à l'inverse, le corps médical ne soit pas libéré de son obligation de sauver des personnes ayant tenté sans succès de se suicider par leurs propres moyens? Avec ce texte, le législateur n'est-il pas en train de définir ce qui relèverait d'un suicide légitime et d'un suicide non légitime? Et puis, derrière tous ces mots tronqués de ce droit à l'aide à mourir, derrière cette contrefaçon de fraternité, est-ce que vous ne pensez pas que cette proposition de loi doit être l'unique solution au mal mourir en France, dès lors que les lois qui régissent la fin de vie ne sont pas suffisamment connues et des citoyens et des professionnels de santé? Et puis, peut-être je m'adresserai à Monsieur Wolf. L'homme, après s'être rendu maître de la nature, se rendrait-il aujourd'hui maître de la mort? Après l'abolition de la peine de mort, serait-ce l'abolition de la vie?
Est-ce que vous ne pensez pas que l'euthanasie, finalement, au fond, ne serait pas le Lexomil terminal d'une société qui n'en peut plus d'elle-même? Je donne la parole tout de suite à Alain Milon et ensuite je vous laisserai répondre. Il y a encore 2 autres intervenants. Oui, merci Monsieur le Président, merci messieurs pour l'ensemble de vos interventions. Je voudrais peut-être intervenir d'abord, avant de poser les questions, sur 2 ou 3 points. Quand on parle de maladies incurables, il y a 30 ans en arrière, la liste des maladies incurables était beaucoup plus importante que la liste actuelle. Ce qui veut dire donc que des maladies incurables il y a 30 ans qui ne le sont plus maintenant, celles qui le sont aujourd'hui, le seront-elles encore dans 30 ans? C'est la vraie question qu'il faut se poser en permanence si on veut avancer dans ce projet de loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai posé la question hier, je n'ai pas eu complètement de réponse sur le sujet, mais on nous dit en permanence, et M. Wolf en a parlé, des gens qui souffrent. J'ai le sentiment, moi, qu'en médecine, on a la possibilité d'atténuer et même de supprimer complètement la souffrance, qu'elle soit physique ou psychiatrique. Et le sentiment que je reçois actuellement, c'est que cette loi propose non pas de supprimer la souffrance, mais de supprimer le souffrant. Et pour moi, c'est un problème psychologique important. Enfin, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Ricot, avec lequel je suis d'accord sur le sujet. On parle tout le temps, dans les maladies incurables, on condamne à l'avance tous ceux qui sont porteurs ou qui seront porteurs de la maladie de Charcot. C'est absolument dramatique pour ceux qui ont la maladie de Charcot. J'ai rencontré, il y a 3 semaines en arrière, dans mon département, un homme de 60 ans qui avait la maladie de Charcot depuis 3 ans. Il m'a dit je vais bien, j'ai pas de souci majeur pour l'instant. Est-ce que je dois me suicider ou est-ce que je dois demander le suicide assisté? Quand on parle en permanence de la maladie de Charcot, on condamne les porteurs de la maladie de Charcot. On a ici au Sénat un exemple précis d'un collègue sénateur qui a la maladie de Charcot, qui se bat et qui a même fait des propositions de loi et qui veut vivre jusqu'au bout, qui veut vivre sa vie jusqu'au bout. Et puis, dans le cas des porteurs de la maladie de Charcot, sans vouloir vous paraître comme vouloir étaler mes connaissances, il y a Stephen Hawking. Stephen Hawking, professeur de mathématiques à l'université de Cambridge, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, et en particulier dans ce qui touche à la cosmologie, en particulier les trous noirs. Et Stephen Hawking n'a jamais demandé à ce qu'on lui supprime sa vie. Il est allé jusqu'au bout de sa vie et jusqu'au bout de ses connaissances. Bon, cela dit, encore pour M. Dupont, je suis d'accord avec vous, la loi ne doit pas être faite pour quelques cas exceptionnels. Mais par contre, dans ces cas exceptionnels, la loi doit protéger ceux qui font le nécessaire pour que ce qui est demandé puisse être fait dans les cas exceptionnels. Et il faut quand même protéger le médecin ou le professionnel de santé qui, dans un cas exceptionnel, intervient pour faire en sorte que la vie soit arrêtée. Je me rappelle, dans les temps anciens, des cocktails lithiques. Et à l'époque, certains médecins, dont moi d'ailleurs, nous faisions cette méthode, mais on n'était pas protégé par la loi. Donc et on le faisait sans l'accord du patient, souvent. Donc il faut quand même faire attention à tout ça dans ce domaine. Maintenant, je vais vous poser les questions qu'on m'a préparées. J'aimerais donc que nous débattions de la notion de dignité, qui est très présente dans le débat opposant l'aide à mourir aux soins palliatifs. Les défenseurs de l'aide à mourir font valoir que ce droit permet de préserver une dignité qui se matérialise dans la qualité de vie vécue. L'euthanasie préserverait d'une perte d'autonomie et de souffrance, rendant la vie insupportable et la mort libératrice. À l'inverse, certains détracteurs de l'aide à mourir y sont opposés au motif qu'elle porte atteinte à la dignité au sens de la valeur absolue de la vie humaine. Comment penser ces visions antagonistes et comment pouvez-vous nous éclairer dans la portée du choix qu'il nous reviendra de faire quand même dans quelques mois? La deuxième question, c'est la légalisation de l'aide à mourir est présentée par ses promoteurs comme la reconnaissance d'une liberté de choix pour l'individu. Or, nous l'avons vu lors de la table ronde sur les expériences étrangères, les critères d'admission de l'aide à mourir sont amenés à évoluer, et amenés à évoluer d'une manière importante. J'ai, moi, l'expérience de ma fille qui vit en Suisse et qui a assisté à une aide à mourir en Suisse en tant qu'OPJ. Et au dernier moment, la personne qui voulait mourir a dit non, je ne veux plus.
Le médecin s'est arrêté, l'OPJ a fait le constat, mais la famille a dit, mais enfin quand même, ça fait 3 mois qu'on en discute. Il serait temps. Donc il y a quand même aussi la pression de l'entourage au dernier moment qui est importante et qu'il faut prendre en considération. Enfin, la dernière question, c'est le terme euthanasie signifie littéralement la bonne mort, la mort dans de bonnes conditions. La loi, qui est une norme de portée générale, pourrait peut-être permettre à chacun de vivre une bonne mort. N'est-ce pas une utopie ? Très bien. Ce que je vous propose, puisque je vous propose de répondre déjà à cette première série de questions. Alors, l'idée, c'est d'avoir 5-6 minutes, parce que, voilà, on pourrait simplement, la moitié des questions pourrait donner lieu à un débat d'une demi-journée. Mais voilà, je vous propose vraiment de synthétiser, peut-être choisir un point qui vous marque le plus dans les séries qui sont proposées. Monsieur Ricot, je vous donne la parole. Merci. Merci aux rapporteurs pour leurs questions. Merci aussi à mes collègues pour leur intervention. J'ai particulièrement apprécié celle de Francis Wolf, qui a un parfait résumé de ce que je discute ligne à ligne, pas à pas, depuis tant d'années. Et j'aimerais d'ailleurs poursuivre cette discussion. Je me bornerai, dans un premier temps, à répondre à la question de M. Milon. Vous savez, sur la dignité, c'est pareil. Cette expression « mourir dans la dignité » m'a choqué dès qu'elle a été employée dans les années 90. Et est-ce qu'il y a besoin ici d'en dire plus que ce qu'a dit Comte Sponville, qui n'est pas suspect d'être sur mes positions? Voilà ce qu'il a écrit. Je l'avais cité, je crois déjà. Ce n'est pas une question de dignité. L'association qui en fait son mot d'ordre principal et son sigle, ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'invalides? En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Voilà qui devrait clore le débat. Si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a une 40aine de pages dans le livre que je vous laisserai bien volontiers sur la question de la dignité. Votre exemple sur la Suisse m'a touché et je me demande si vous ne devriez pas, dans votre commission, inviter les notaires. Ils en savent beaucoup sur les fins de vie et sur les proches qui, sous prétexte de compassion, disent « mais oui, on n'en peut plus, il est temps d'en finir ». Voilà, peut-être, c'est une suggestion que je n'avais pas pensé vous faire, mais qui m'est venue à l'esprit puisque j'ai l'esprit mal tourné. Me permettrez-vous, en laissant le temps à mes collègues, bien entendu, de dire 3 choses par rapport à ce que... 3 choses seulement, j'en aurais 10, mais 3... la question de l'avortement n'a strictement rien à voir avec ce dont nous débattons ici. Strictement rien à voir. Dans la question de l'avortement, il y a 3. Il y a un enfant à naître, il y a une personne qui porte cet enfant, qui dit qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas le porter, et puis il y a le médecin. Tandis que dans la situation de fin de vie dont nous parlons, il n'y a que 2. Nous ne sommes pas 3, nous sommes 2. Et la médiation de la maman ici fait que le débat n'a strictement rien à voir. Je n'aime pas qu'on fasse cette comparaison parce qu'elle ne vaut pas du tout pour la question de la fin de vie. J'en veux pour preuve d'ailleurs que l'immense majorité des infirmières que je rencontre et qui sont favorables, tout à fait favorables à la loi sur l'avortement, sont hostiles à la loi sur l'euthanasie. Ça veut bien dire que ce n'est pas du tout du même ordre. Il ne faut pas utiliser cet argument, il n'est pas bon du tout, du tout. Le deuxième argument que je n'aime pas non plus du tout, c'est celui de la laïcité. Je suis laïque. Et je vais pas me vanter ici de mon parcours personnel. J'ai été 25 ans militant de gauche très engagé et je suis profondément laïque. Et cela, quelles que soient nos convictions aux uns et aux autres. Mais ça n'a rien à voir avec le débat actuel. La question actuelle, c'est pas est-ce que la vie appartient à Dieu. D'ailleurs, vous trouveriez dans le christianisme bien des gens qui iraient dans votre sens, les grands théologiens allemands, protestants comme Karl Barth ou comme Bonhoeffer étaient favorables au suicide, pas au suicide assisté, mais au suicide tout court. Enfin bon, c'est pas parce que la vie appartient à Dieu, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'une vie humaine? Alors vous me dites, il y a des vies dont le contenu vaut plus d'être vécu. Alors là, je sais pas où est la limite. La limite, elle est subjective, mais qui de l'extérieur va en juger? Alors là, il y a une question terrifiante, terrible. Puis troisième et dernière remarque, je connais très bien Francis Bacon. Je l'ai lu en entier, sauf quelques textes en latin, mais j'ai demandé à mon collègue spécialiste. Il n'a jamais défendu l'euthanasie au sens contemporain. Et quand il parle d'euthanasie, c'est évidemment au sens étymologique, c'est au sens de la bonne mort. Et tout ce qu'il dit dans ces textes, je les ai exhumés, je les ai même publiés pour partie, eh bien, c'est toujours, au fond, les soins palliatifs qu'il développe. Quand il demande
aux médecins de pratiquer l'euthanasie extérieure, c'est celle du corps humain, et donc il faut ne pas fuir les personnes qui sont en fin de vie et être à leur chevet. Et de la même façon, dans le même texte, le même Bacon va dire aux prêtres, mais vous aussi, vous avez tort de vous en aller parce que vous devez prendre soin de l'homme. Et donc l'euthanasie intérieure, c'est aussi votre fait. Vous voyez que le mot euthanasie ici n'a rien à voir. C'est pas à Suétone d'ailleurs que lui, il emprunte à Suétone. Vous avez raison de ce point de vue-là, mais Suétone lui-même, un Romain, n'utilisait pas du tout le mot dans le sens d'aujourd'hui. L'euthanasie de Suétone, dans ce fameux texte où il raconte la mort d'Auguste, c'est une mort douce, apaisée dans les bras de la femme qu'il aimait. Voilà, moi, mourir dans les bras de la femme que j'aime, je trouve que c'est une très bonne mort. Merci. Et c'est pas, et il appelle ça une euthanasie. Alors d'accord, si c'est ce sens-là qu'on donne, on peut s'accorder. Merci, monsieur Rico. Je donne la parole à monsieur Wolf. Alors, et si possible, répondez aux questions. Le débat entre répondez aux questions qui vous sont proposées. Merci de me redonner la parole. J'ai en fait le sentiment d'être un peu isolé ici. En tout cas, après toutes ces interventions, aucune n'était en faveur de la loi. Je suis le seul à l'avoir défendue, donc je vais... Vous deviez être deux, pour tout vous dire, mais vous deviez être deux. Oui, je ne sais pas, mais la deuxième personne s'est désistée ce matin. Normalement, vous deviez être deux. Oui, pourquoi monsieur Fessel Non, c'est désisté au dernier moment, c'est pour ça. Mais pour vous expliquer qu'en matière d'habitation, c'était bien équilibré. Enfin, jusqu'à présent, je crois avoir été le seul à avoir défendu la loi. Alors, d'abord, les points d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec la critique de la notion de dignité qui, en effet, n'a rien à voir. Le seul sens que je lui reconnais, c'est le sens kantien de dignité, c'est-à-dire ne pas traiter l'être humain comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Bon. Et en effet, cet argument de la dignité peut être utilisé en faveur ou contre la loi, puisqu'on peut toujours dire que dans un cas comme dans l'autre, on utilise l'être humain comme un moyen. Je me considère comme un moyen et non pas comme une fin en me donnant la mort. C'est un argument qu'on trouve dans la doctrine de la vertu chez Kant, etc. Donc, l'affaire de la dignité est réglée et je ne crois pas que ce mot figure dans le texte de la loi. Concernant maintenant la question de... on m'a demandé qu'est-ce qui va distinguer le bon suicide du mauvais suicide. Et j'ai cru avoir avancé la réponse. La réponse est simple. Ce n'est pas le caractère subjectivement insupportable de la vie qui justifie qu'on ne fasse pas tous nos efforts pour sauver cette personne. Encore faut-il des conditions objectives. Et c'est ce que, je crois, la loi distingue. Elle distingue le caractère insupportable des souffrances, mais elle donne aussi la parole au caractère objectif, alors maladie incurable, souffrance réfractaire, etc., etc. Et je l'ai dit, les conditions d'encadrement objectif par le corps médical sont une chose, et les conditions subjectives ne sont pas suffisantes, à preuve les exemples que j'ai donnés du dépressif qui veut en finir ou de l'adolescent terrassé par un chagrin d'amour qui lui semble insupportable et irréversible. Mais nous sommes là, la société, les parents, l'entourage, pour dire rien dans cette hypothèse n'est irréversible. Je répondrai aussi à Madame Bofanti-Dossa sur la question de la maîtrise de la nature. Je ne pense pas que, alors que l'humanité aurait pu être terrassée globalement par le coronavirus et qu'elle le sera peut-être demain par le réchauffement climatique, que nous puissions dire que nous ayons maîtrisé la nature. Je ne pense pas non plus que cette loi prétendent maîtriser la mort. J'ai écrit beaucoup de choses contre les idéologies transhumanistes ou post-humanistes qui prétendent justement faire de nous des dieux en triomphant de la mort grâce à des machines. Je suis radicalement contre toutes ces manières de nier l'humain. Je pense, en revanche, qu'il ne s'agit pas de maîtriser la mort, en l'occurrence, simplement de rendre la fin de vie la moins insupportable possible, puisqu'elle fait partie de la condition humaine. Je pense d'ailleurs que ceux qui ont charge de lutter contre
la mort, c'est en effet la médecine, mais pas au-delà, évidemment, de ce qui est humainement possible. Voilà, je crois avoir répondu aux questions qui m'étaient posées ad hominem, mais je suis prêt à revenir sur certaines questions. Je reviens encore sur cette... Non, il y a encore un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la volonté générale et de la laïcité. Ce sont deux questions différentes. La question de la volonté générale, évidemment, il ne suffit pas de dire que la Convention citoyenne à plus de 80% a fait une proposition qui était d'ailleurs plus large que la proposition de loi, puisqu'elle comprenait non seulement l'aide active à mourir, mais l'euthanasie. Je rappelle la manière dont je distingue ces deux concepts. Dans le cas de l'euthanasie, c'est le médecin qui administre la potion létale, tandis que l'aide active à mourir, c'est le malade ou le patient lui-même qui se l'administre. La Convention citoyenne avait suggéré de maintenir les deux parce qu'une partie des cas relevait plutôt de l'aide active à mourir et l'autre de l'euthanasie, c'est-à-dire avec la participation active du médecin qui donne ou administre la potion ou l'injection. Je fais simplement remarquer que, évidemment, dans un cas comme dans l'autre, cela suppose évidemment la clause de conscience que chaque médecin est en droit d'élever contre cette pratique. Maintenant, si j'entends pourquoi j'ai employé le mot laïcité, parce que je pense que je ne vois pas d'autres raisons, je ne vois pas d'autres raisons pour dire que pour en quelque sorte lancer une opprobre contre le suicide en lui-même, sinon des raisons religieuses, c'est-à-dire que la vie ne nous appartient pas. Si nous pensons que dans une société laïque, on a le droit de penser que la vie de chacun lui appartient, alors il ne peut pas y avoir de limite à ce droit. Et dans le cas de ceux qui relèvent de la médecine, c'est-à-dire le cas des malades, à condition qu'il y ait des conditions objectives qui le justifient, il n'y a pas de raison de mettre des obstacles à ce droit naturel. Merci beaucoup. Monsieur Dupont. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre rapidement, pratiquement, à différentes questions. Alors, je reprends ce qui a été dit. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Madame le rapporteur qui avait parlé d'un droit au suicide. Pour l'instant, il n'y a pas de droit au suicide. Le législateur, de fait, de facto, puis après ça a été admis à dépénaliser en disant que le suicide était toujours un drame humain, existentiel, philosophique, Camus et d'autres, pour dire, ben voilà, quand on se suicide, c'est qu'on a des raisons, etc. Donc, on ne se suicide pas parce qu'on a le droit de se suicider. Et on ne s'empêche pas de se suicider parce qu'il y aurait une loi qui l'interdit. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à l'utilisation du mot « droit au suicide ». Ensuite, monsieur le rapporteur Millon avait parlé de maladies incurables. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que la médecine est en perpétuelle évolution, en perpétuelle révolution. Et je pense que ce qui s'annonce, c'est à la fois le meilleur et peut-être aussi le pire pour les années qui viennent. Mais je prends l'exemple de l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, je suis d'accord avec M. Wolf sur la question de l'homme augmenté, etc., qui pose un tas de problèmes. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui génère du contenu, elle n'est pas intelligente. Le mot intelligence n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais pour les radiologues qui ont besoin d'interpréter une image ou pour trouver un diagnostic, l'intelligence artificielle bien maîtrisée sera par exemple un atout. Donc on peut penser qu'on maîtrisera, mais ça c'est peut-être aussi une utopie, de mieux en mieux un certain nombre de choses. Alors dans le mot incurable, curare, prendre soin, embrasser, prendre dans ses bras, on peut dire qu'à la limite il n'y a pas de maladie incurable au sens où même la maladie qu'on ne pourrait pas objectivement au sens restrictif guérir, on peut l'accompagner. Donc effectivement on peut dire que les soins palliatifs rentrent encore dans la dimension du curable, c'est-à-dire qu'on accepte.
Donc la dimension, l'opposition curable palliatif, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. C'est un peu erroné, mais j'entends ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, monsieur le rapporteur Millon, c'est qu'en cancérologie, par exemple, on peut dire que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus chronicisé le cancer et qu'on pourra dire tiens, mais j'ai un cancer, je suis cancéreux, ou comme je suis diabétique, par exemple. Et on pourra vivre pendant des années avec un diabète ou un cancer ou un Crohn ou d'autres pathologies. Donc le cancer, mais je pense que c'est une des problématiques seulement. Deux autres problèmes sont l'extrême vieillissement. C'est-à-dire que vous avez vu que l'espérance de vie, pas forcément en bonne santé, l'espérance de vie augmente. Alors il faut peut-être s'en réjouir, mais c'est aussi le fait que quand on a une vieille voiture, on ne prend plus l'autoroute de la même façon. Hein, parce que, évidemment, le moteur peut rendre l'âme, il y a des fuites d'huile, il y a tout ce que vous voulez. Donc, en fait, vivre longtemps, ça veut dire aussi qu'on va développer probablement de nouvelles pathologies. Alors, des maladies neurodégénératives, etc., etc. Donc, en fait, la médecine se déplace, le curseur de la médecine se déplace constamment. On guérit davantage du cancer, mais en même temps, finalement, la médecine produit tout et son inverse. C'est la médecine qui est à l'origine, pas seulement, mais en grande partie, la prévention, les thérapeutiques, le mieux manger, le mieux tout ce que vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, on vit plus vieux, mais en même temps, on n'arrive pas à maîtriser nécessairement cette idée de la grande vieillesse. Je pense que l'avenir des EHPAD aujourd'hui, hélas, c'est comme ça. Ce n'est pas simplement des EHPAD, c'est des unités de vie Alzheimer. Parce qu'on va aussi avoir, le corps se déglingue et le cerveau se déglingue aussi. Donc ça pose de nouveaux problèmes. Alors, ça nous oblige aussi à regarder la dimension de la dignité. Alors, je rejoins M. Wolf, qui n'est donc pas tout seul. L'impératif catégorique kantien, là-dessus, oui, la question de la dignité, mais après, c'est aussi comment on le prend, par quel bout on le prend. Est-ce que c'est ma demande en tant qu'atteint d'un Charcot, par exemple, ou autre, ou est-ce que c'est le regard de la société ? La question de la dignité, l'impératif catégorique ne traite jamais l'autre simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Ça me semble fondamental, quelle que soit notre prise de position sur la question de l'euthanasie. On ne peut pas marchandiser, je ne sais pas si c'est très français, cette dimension de l'individu. Et j'ai peur que parfois aussi ça n'arrive. C'est-à-dire que dans certaines unités, on commence à dire « ouais, mais il n'a pas de famille, il coûte cher, il coûte combien tous les mois, etc., etc. » Alors ça rejoint aussi, je fais vite pour essayer de dire un maximum de choses, ça rejoint la question de la définition de l'euthanasie. Parce que moi, jusqu'à une époque, enfin je crois toujours d'ailleurs, que la différence entre l'euthanasie et le don de la mort volontaire donné avec préméditation et qui relève de la cour d'assises, qui n'est pas tout à fait la même chose, c'était que dans la dimension de l'euthanasie, la personne l'a demandé pour elle-même. Docteur, voilà, j'en ai assez. Bon, ça, effectivement, pour moi, ça peut rentrer dans le cadre d'un débat pour ou contre sur l'euthanasie. Mais dans la dimension de l'euthanasie, pour moi, il y a vraiment la question de la demande de la personne. Je pense qu'on sera d'accord. Qu'est-ce que je vois d'un point de vue médical? Encore cette semaine, je pense à une unité de gériatrie où la femme médecin fait partir les patients qu'elle estime devoir partir. C'est que je suis convaincu que si on libéralise, si on légalise, Monsieur Wolf, de plus en plus, vous aurez ce genre de comportement. Nous sommes encore dans la semaine, en début de semaine, un patient je ne vais pas dire son âge, je ne sais plus, mais est parti parce que le médecin a estimé qu'il n'avait pas de famille, qu'il était douloureux, que ceci, cela. Bon. Et elle dit, j'ai répondu à sa demande d'euthanasie. Non, la demande d'euthanasie, elle doit émaner d'un sujet libre. La notion aussi de liberté, Monsieur Wolf, on est bien d'accord, vous et moi, sur la question de la liberté, j'en suis convaincu. Mais sur la question des pathologies, quand on est en fin de vie, dans certains traitements douloureux du cancer, ou aussi, on le sait que par exemple, certaines radiothérapies vont induire un syndrome dépressif. Qu'est-ce qu'on fait ? On considère le syndrome dépressif du patient qui a une radiothérapie comme une conséquence du traitement, auquel cas c'est un effet secondaire indésirable et on le shoot de telle manière qu'il soit euphorique, ou alors on considère qu'effectivement c'est l'expression d'un sujet libre. Donc la question de l'expression du sujet libre en fin de vie, pour moi, je ne sais pas nécessairement ce que c'est. Comment je serais, moi, personnellement, face à ma mort? Est-ce que je serais terrorisé? Est-ce que je serais en état de répondre? Est-ce que je n'aurais pas perdu un certain nombre de moyens? Est-ce que, voilà, c'est la question de la liberté, la question du choix, elle n'est pas si évidente que ça en médecine. Et ça fait poser sur les épaules des soignants, et en particulier des médecins, une responsabilité écrasante. Alors, j'entends dire, ouais, mais c'est vous, médecin, après tout, débrouillez-vous. Pourquoi nous?
Parce qu'on a hérité de la mort, parce qu'aujourd'hui, 3 Français sur 4 meurent en institution spécialisée, parce qu'on ne meurt plus chez soi, parce qu'on meurt en institution. Pourquoi déléguer alors je rejoins Foucault là-dessus. Pourquoi déléguer au corps médical ce qu'avant on avait donné à la limite au corps spirituel? Pourquoi à l'homme en blanc donner ce qu'on a repris aux hommes et aux femmes d'église, par exemple? Pourquoi nous donner cette responsabilité écrasante? Moi, je ne peux pas répondre aux questions existentielles. Je ne sais pas quelle est la limite à la souffrance. Je ne sais pas pourquoi vous souffrez. Peut-être que je souffre, peut-être que vous ne savez pas pourquoi je souffre. C'est quoi la limite, en fait? Et en quoi, en tant que médecin, je serais mieux à même que les autres pour répondre à la question? Avec ma blouse blanche, je vais arriver dans votre chambre, je vais vous dire, j'ai entendu que vous souffrez, que vous exprimez librement quelque chose, et donc je vais vous euthanasier. Toutes les demandes que j'ai vues, sauf quelques-unes, c'était « je souffre de l'inutilité, de l'absence de visite dans les EHPAD, EHPAD mouroirs, où plus personne ne va voir ses grands-parents ou ses parents, uniquement au moment de Noël ou pour le cadeau ». Mais en même temps aussi dans certaines situations où on leur dit vous coûtez cher, on n'a pas les moyens, il faut faire de la place, il faut faire du vide. C'est ce médecin gériatre de ma promotion qui dit mais pourquoi tu es contre la légalisation? Moi j'ai j'ai un lit pour 10 demandes. Il veut partir, il part. Si on peut l'aider aussi. De toute façon, ça ne changera rien au problème. Ah oui, ça ne changera rien au problème. Là, on règle le problème d'un point de vue chiffré, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue économique. Donc, pour répondre essentiellement à M. Wolf, je répondrai que j'entends le fait qu'il défende cette loi. Je l'entends parfaitement. Moi, je comprends les questions. La réponse que je propose, c'est maintenons l'interdit, mais organisons dans certaines circonstances qui doivent rester par définition exceptionnelles la possibilité d'exception. Alors, aussi la question de l'inclusion, ce qu'a dit monsieur le rapporteur Millon. Toutes les lois que j'ai vues dans différents pays que j'ai traversés comme praticien, c'est qu'on n'a jamais réussi à contenir les critères. Et en fait, on a fait une espèce d'entonnoir à l'envers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a dit on maîtrise, on n'a rien maîtrisé du tout. Et on a inclus la souffrance. Alors la souffrance, c'est quoi? Ça peut être il n'y a pas de souffrance, plutôt la souffrance physique, très souvent, elle génère, la douleur physique, une souffrance psychologique. Alors, peut-être pas quand vous allez chez le dentiste, parce que là, vous prenez un antalgique et c'est assez vite réglé. Mais sa propre vie, ses échecs, ses réussites, la vieillesse, ce qu'on aurait aimé, ce qu'on n'a pas pu faire, voir ses enfants plus souvent, etc., etc., ça génère de la souffrance. Est-ce que cette souffrance-là, elle est objective, Monsieur Wolf, ou subjective? Alors j'entends quand vous dites que vous dissociez la demande subjective de la demande objective, mais vous savez aussi comme moi que les liens entre le subjectif et l'objectif sont étroits, que quand vous subitement perdez un emploi, ça a été étudié dans une usine du côté d'Amiens, violemment que vous êtes licencié, 2 ans après, on a un nombre incroyable de cancers du sein qui se développe. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, et que partir, vieillir, perdre, se retrouver seul, etc., ça génère des douleurs, des angoisses, des souffrances qu'il est très difficile de maîtriser. Donc, on aura tous, j'en termine, de bonnes raisons, toujours, d'être pour, d'être contre. Moi, dans ce débat, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'exigence de fraternité. Alors, elle rejoint aussi, je pense, que ce que dit M. Rico et M. Wolf, c'est-à-dire que dans les deux sens, on peut l'interpréter. Mais je pense que nous sommes des citoyens et surtout des co-citoyens. Nous avons à débattre de ces questions. Le législateur doit s'en emparer. Mais je pense qu'encore une fois, moi qui suis rousseauiste sur ce point, l'intérêt général doit primer le reste. Et je pense qu'il ne faut pas donner trop de valeur à la puissance de la pensée du corps médical. Nous sommes des praticiens. Nous sommes dans l'action, les mains dans le cambouis, mais parfois aussi on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc il faut encadrer nos pratiques, il faut qu'on ait à rendre des comptes. Et ça ne me choque pas qu'en tant que soignant, en tant que citoyen, soumis à la loi de la République, nous devions rendre des comptes en acceptant l'idée, je suis d'accord aussi avec M. Wolf là-dessus, qu'effectivement, il y a des fins de vie difficiles pour lesquelles il faut trouver des situations qui relèvent de l'exceptionnel. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Jocelyne Guidez. Merci, Président. En effet, c'est trois pensées différentes que l'on a aujourd'hui. Et moi, je trouve ça, en tout cas, intéressant et passionnant, même si des fois, ça peut troubler un peu les pistes qu'on pensait avoir dans la tête. Je souhaiterais revenir sur l'articulation entre les deux propositions de loi et de manière générale sur le choix initial d'avoir lié la discussion parlementaire des deux sujets, aide à mourir et développement des soins palliatifs.
Pensez-vous que la législation de l'euthanasie ou du suicide assisté consacre le développement des soins palliatifs comme une obligation morale plus impérieuse pour notre société ? Autrement dit, de manière provocante, le choix d'un individu de choisir la mort pourrait-il être reproché à l'État en raison de son incapacité à assurer l'accessibilité des soins palliatifs de qualité sur tout le territoire, sachant qu'il manque de 19 soins palliatifs sur toute la France, et sachant que même quand il en existe, ces soins palliatifs parfois ne sont pas, de bonne aloi en tous les cas. Que pensez-vous du droit opposable aux soins palliatifs ? Le législateur renforcerait-il à l'effectivité de l'accès aux soins ou se donnerait-il bonne conscience d'emblée en se défaussant sur le juge pour exiger de l'État des financements et une politique volontariste qui, lui, n'aura pas su faire advenir ? Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour donc, ces exposés. Donc Monsieur Picot a bien effectivement formulé le problème qu'il y a à ne pas nommer effectivement les choses. Hein. On donne la mort, c'est l'euthanasie, puis il y a le suicide assisté. Mais je voudrais, vis-à-vis de Monsieur Wolf, si vous voulez, vous avez dit, lorsque la médecine ne peut plus soigner, elle doit permettre une mort douce et paisible. Et la société laïque n'a pas de limite à ce droit de liberté. Oui, mais quand même, dans la plupart des cas, dans la très très grande majorité des cas, si on a un développement des soins palliatifs, on peut agir sur la douleur, l'accompagnement du malade et des familles, et en toute fin de vie, lorsque les problèmes, bien sûr, d'alimentation, où on est obligé d'aller très loin dans les sédatifs, on peut faire une sédation profonde et continue, si vous voulez. Bien, effectivement, on retrouve dans l'exposé de Monsieur Dupont, et il nous dit 3-4 personnes qui ont posé un problème, et organiser la possibilité d'exception tout en conservant la loi, parce que, et vous l'avez bien indiqué, au nom de la liberté, beaucoup d'euthanasie pourrait être réalisée dans les maladies neurovégétatives, et dans l'avenir, on va doubler les personnes de plus de 85 ans entre 2020 et 2040. Et bien sûr, avec beaucoup de personnes qui ont des troubles neurovégétatifs et bien sûr pas souvent de visite, et ils peuvent avoir aussi des troubles dépressifs. Donc on risque, si cette loi est appliquée, à avoir beaucoup d'euthanasie. D'ailleurs, on se rend compte quand même que, sans parler du Canada, aux Pays-Bas, on est passé de 2000 en 2002 à 10 000 actuellement. Et autre question, le délit d'entrave, donc le médecin qui conseille au malade dans son cabinet ou à domicile, un malade qui est incurable, bien sûr en phase avancée, mais qui est soulagé par le traitement antalgique, mais qui souhaite voir appliquer son droit à mourir. Le médecin lui conseille de poursuivre les soins palliatifs ou de rentrer dans les soins palliatifs et non pas d'appliquer le droit à mourir. Est-ce que le médecin fait un délit d'entrave ? Très bien, merci beaucoup. Messieurs, je vous laisse répondre. Monsieur Rico, on va garder le même sens, voilà. Merci. Vous m'interromprez dès que vous aurez estimé que j'ai dépassé le temps volé à notre voisin Francis Wolf, auquel je pense qu'il est légitime d'accorder un temps de parole supérieur, puisqu'il est, comme il l'a dit tout à l'heure, un petit peu seul dans ce débat. Alors, je me bornerai à dire 2 ou 3 petites choses rapidement. D'abord, les deux propositions de loi, dont je me réjouis évidemment qu'elles aient été dissociées, je trouvais même scandaleux qu'on les associe dans la précédente version. Les 2 projets de loi, vous l'avez remarqué, ne disent pas du tout la même chose, et c'est un point qui m'a heurté. La proposition de Madame Vidal, la PPL qui vous arrive donc sous le numéro 662, enfin je ne sais plus le numéro, peu importe,
Voilà exactement ce qu'elle dit. Visant à garantir l'accès égal de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Mais ça ne sert à rien, cette loi. Elle est déjà là. En 1999, la loi s'intitulait « Visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs ». C'est mot à mot presque la même chose. Autrement dit, on a ici un effet de symétrie trompeur, puisque la seule et unique question qui est posée ici pour les soins palliatifs, c'est de savoir de quels moyens on va disposer pour développer la culture palliative et renforcer ce domaine qui est très loin d'être suffisant, malgré le milliard qu'on nous annonce et qui d'ailleurs n'est qu'une promesse n'engageant que ceux qui les écoutent, dans la mesure où ceux qui votent les budgets, vous le savez, ne sont pas toujours les mêmes d'une année sur l'autre, d'une mandature sur l'autre. Donc voilà ce que je voulais dire sur les soins palliatifs. Deuxième chose, le délit d'entrave, délit d'incitation. Oui, dans l'article 17 de la proposition de loi de l'aide à mourir, il est question en effet d'un délit d'entrave. Alors on nous dit que c'est évidemment pour éviter que se reproduisent les phénomènes en effet désastreux qui ont eu lieu lorsqu'on a interdit les avortements en s'enchaînant. Oui, mais sauf que le texte ne dit pas ça du tout. Le texte, il parle bien et bien de délit d'entrave. Alors, où ça va commencer? Quand on informe sur les autres possibilités, d'autant plus que le délit d'incitation à l'aide à mourir, comme on l'appelle de façon erronée, et comme on l'a dit et redit, celui-là n'existe pas. Alors, il faudrait quand même ici, sans doute, donner un petit peu de cohérence. J'ai promis d'être très rapide. Je discuterai avec mon collègue Bernard-Marie Dupont de l'avis 63 du CCNE qui a été voté en l'an 2000, sur lequel j'ai écrit une trentaine de pages et qui n'a pas été considéré à l'époque par les juristes comme étant fiable et qui, d'ailleurs, n'est plus approuvé aujourd'hui par celui qui en était le promoteur, c'est-à-dire le professeur Sicard, dont vous lirez la contribution dans un ouvrage que j'ai laissé à votre disposition. Mais je m'en tiens là et je souhaite que Francis Wolf puisse avoir le temps qu'il mérite. Monsieur Rico, je gère le temps, vous inquiétez pas. Monsieur Wolf, à vous. Alors, en réponse à la question de savoir quelle est la différence entre les conditions subjectives et les conditions objectives, ma réponse était simple. Elle est prévue dans le texte de loi. Les conditions subjectives, c'est celles que le patient juge insupportables. Les conditions objectives reviennent au corps médical qui doit juger du caractère irréversible, du caractère terminal ou non de cette vie, etc. Ce ne sont donc des conditions indépendantes. Mais après avoir entendu les médecins, quelques-uns se sont exprimés. Je comprends tout à fait leur réticence. Pourquoi devrait-il avoir cette charge d'être décideur en dernière instance? Je suis tout à fait d'accord, et il serait en effet souhaitable que les trois quarts des fins de vie n'aient pas lieu dans des institutions médicales. Mais c'est un fait. C'est un fait qu'ils héritent de cette fonction qui, en effet, jadis revenait plutôt aux prêtres ou, dans le meilleur des cas, à l'entourage familial. C'est un fait, ils héritent de cette charge de la fin de vie parce qu'ils héritent, en effet, des soins ultimes qui sont donnés aux patients. Mais à tous ceux qui se sont exprimés en faveur contre l'interdit suprême du meurtre, que évidemment je partage, j'ai écrit des pages pour montrer le caractère, la valeur absolue de la vie humaine et d'elle seule. Je pose la question, puisque la question a été posée au général, elle m'a été posée à moi en particulier. À qui revient de dire qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Je réponds, en effet, ce n'est pas seulement à la personne qui la vit, ça répond aussi à des questions concernant l'entourage, les gens que cette personne aime ou sont les gens qu'il aime. C'est aussi, évidemment, bien au-delà de cela, des questions objectives de celles du corps médical. Mais
La seule question que je pose est pourquoi ne serait-ce pas aussi, et peut-être d'abord, à celui qui vit cette situation de déclarer, d'avoir le droit à la parole sur la qualité même de cette vie. Et par conséquent, je reviens à ma distinction initiale, sacralisez-vous le vivre en tant que tel ou le contenu de la vie? Si vous répondez que ce n'est pas le vivre en tant que tel, c'est-à-dire la vie végétative, et d'ailleurs je n'ai pas entendu de plaidoyer en sa faveur, c'est le contenu de cette vie. Dès lors que la loi prévoit que la valeur de cette vie dépend de deux types de juges, un juge singulier, subjectif, le patient lui-même, et un juge objectif, qui est le corps médical, qui doit décider si c'est une passade ou une dépression ou un état dépressif, ou si il y a des conditions objectives qui permettent de dire que cette personne est en phase terminale ou a des souffrances réfractaires ou est dans une phase de maladie incurable. À partir de ce moment-là, je dis que les deux types de conditions sont réunis. Merci beaucoup. Monsieur Dupont. Alors, je réponds tout de suite à Monsieur Wolf par le dernier point. J'entends sa distinction subjectif-objectif. Alors, j'ai un peu... Je reconnais votre argument. Je trouve juste, Monsieur Wolf, qu'il est un tout petit peu optimiste. Alors, la dimension subjective. Qui peut, mieux que moi, que vous, individuellement, savoir ce qui est bon pour vous, les limites que vous avez atteintes, ce que vous voulez encore, ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que la dimension de la souffrance, vous la vivez, incarnée, et ça, je pense que personne ne peut vous l'apprendre. Donc, je crois que effectivement, la dimension subjective doit être, mais ça me semble évident, entendue. Et elle doit être entendue pas seulement en fin de vie, mais pendant tout le parcours de vie, et pas simplement face à la maladie. C'est-à-dire que si je ne peux pas dire ce que je ressens, à ce moment-là, est-ce que c'est encore vivre? Donc, dans la dimension du contenu, je rejoins M. Wolf. Évidemment que le contenu, c'est le mien. On ne peut pas généraliser nécessairement sur tous les contenus. Ne sont pas la même chose. Le point de divergence que j'ai avec M. Wolf, mais c'est peut-être simplement un problème de pratique. C'est que vous dites qu'il faut des conditions objectives. Oui, bien sûr, les confronter à des conditions subjectives. Mais moi, ce qui me fait peur, alors c'est une angoisse. J'espère revenir dans 20 ans, peut-être, en vous disant « je me suis trompé ». Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que dans l'appréciation objective des faits, de ce qu'est la médecine et de la lecture que j'en fais, je ne suis absolument pas certain, avec l'expérience qui peut être la mienne ou d'autres, que je maîtrise la discipline qui est la mienne. C'est-à-dire que, je ne vais pas paraphraser la chanson de Jean Gabin, mais finalement, plus j'avance, moins je sais. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un progrès en médecine. Quand je faisais mes études, on me disait, mal au dos, il faut immobiliser immédiatement le patient. Aujourd'hui, on dit exactement l'inverse. Donc, Monsieur Wolf, moi, ce qui me fait peur, c'est la responsabilité qu'on donne aux médecins, en me disant, l'objectivité, c'est toi. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être objectif. Moi, je viens d'une culture médicale anglophone dans laquelle on ne soigne pas nécessairement la même maladie avec les mêmes traitements. La formation épistémologique que j'ai eue, moi qui suis un disciple de Dagonier et de Canguilhem, ce n'est pas forcément reconnu aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre. Donc, est-ce que moi, je sais ce que c'est qu'une appréciation réellement objective de ce dont vous souffrez ? Là, c'est cette dimension, Monsieur Wolf, qui me fait peur, la confrontation entre deux libertés, l'une qui va dire « c'est ma vie, je souffre, c'est subjectif, mais je sais ce que j'ai », et l'autre qui va dire « moi, je crois savoir ce que vous avez ». Ça me fait penser à ce rhumato de Paris, je ne dirais pas de où, grand rhumatologue, qui disait « moi, quand je vois le patient arriver, je sais d'emblée, quand il marche, je sais ce qu'il a ». Bah oui, manque de bol, une fois, le type s'était ramassé dans l'escalier, il s'était fait mal, et il avait fait un diagnostic erroné, tout simplement parce qu'il n'avait pas vu que 3 marches avant, il avait raté une marche. Donc, l'objectivité, c'est une dimension que, personnellement, je ne maîtrise pas. Alors, ceci dit, ça me permet quand même de dire 2 ou 3 petites choses encore. Peut-être, j'ai vu que dans une des propositions, il y a l'idée qu'il faille introduire
une dimension sciences humaines dans la formation des médecins, en particulier sur l'éthique médicale. Bon, ça existe déjà. Je voudrais vous rappeler le rapport de Jean Rey à une certaine époque, le doyen Jean Rey. Ça a été introduit dans les études médicales. Alors, moi, je pars d'une autre expérience qui, à mon avis, à nous, étudiants en médecine, serait extrêmement utile. Ça s'est passé aux États-Unis, ça se passe maintenant au Canada aussi. C'est qu'on a introduit des chaires du doute, c'est-à-dire qu'on enseigne le doute. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui nous égare en médecine, c'est la certitude qu'on a raison. Et donc, moi, je sais ce que vous avez, je sais quel est le traitement. Est-ce que c'est si sûr? Aujourd'hui, on enseigne avec méthode le doute parce que, qu'on le veuille ou non, la médecine n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que même le patient, aujourd'hui, il veut, demain, il ne voudra plus, il voudra autre chose, il aura revu ses enfants et pourra mourir, etc., etc. Il faut être modeste dans l'appréciation de tout ça. Je pense qu'il faut introduire le doute. Alors, sur aussi la question des soins palliatifs, et la question que Madame avait posée, bien sûr qu'il faut développer les soins palliatifs. Alors, il y a quand même un grand débat qui est, alors, que je pense que je dois être dans la minorité, très minoritaire. On a perdu là-dessus. Mais est-ce qu'il faut considérer, donner des moyens pour qu'on fasse de la médecine palliative une spécialité à part entière? Personnellement, j'ai toujours été contre. Il y a 55 ou 56 ou plus maintenant spécialités médicales. Ça revient pour moi à dire, moi, les soins palliatifs, j'y connais rien. Allez voir là-bas. Vous avez le gastro-entérologue là, vous avez le cardio aussi, puis vous avez le spécialiste des soins palliatifs là-bas. Moi, j'ai une autre lecture qui est celle de Paul Ricoeur, dont j'ai été l'élève, et qui dit, finalement, c'est beaucoup plus important d'avoir une posture éthique. Et pour moi, la pratique palliative, ça relève d'une posture éthique. Tout le monde, tout médecin, tout soignant peut, dès le premier instant qui n'est pas encore palliatif, mais qui est curatif, dire si un jour ça dérape, si un jour je ne maîtrise plus, qu'est-ce que je pourrais faire pour ce patient quand il n'y a plus rien à faire? Parce que je vous rappelle qu'au départ, c'est ça la définition des soins palliatifs, ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et moi, personnellement, philosophiquement, c'est vraiment une question philosophique, je n'aime pas qu'on délègue à quelqu'un d'autre ce qui, éthiquement, relève d'une posture que je dois garder jusqu'au bout. Je pense que voilà. Après, mais je pense que très pratiquement, il faut, hélas, j'allais dire hélas parce que c'est pas ma philosophie, mais il faut des moyens aussi humains et financiers pour développer les soins palliatifs. Il y avait aussi le délit d'entrave. Ben, évidemment, c'est une question complexe. On voit bien pourquoi elle a été... je pense que c'est par rapport aussi aux États-Unis où on voit des coups de feu, des assassinats, etc. Je pense que dans une république, à partir du moment où la loi est votée, même si elle ne me plaît pas, elle s'applique. Et donc, il faut faire en sorte que, le plus possible, en harmonie avec mes convictions, je puisse vivre dans un État qui s'appelle une démocratie. Donc voilà. Donc le délit d'entrave, il peut se justifier. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cet éclairage. Oui, monsieur Wolf. Une réponse à monsieur Dupont. Il me semble qu'il y a une contradiction à défendre ce que, évidemment, je fais moi aussi, les soins palliatifs que vous venez de définir en effet comme ce qu'il faut faire quand il n'y a plus rien à faire, et de dire par ailleurs que le médecin ne sait pas objectivement quand il n'y a plus rien à faire. C'est ce que vous souteniez à l'instant. Je pense en effet qu'il revient au corps médical, avec tous les doutes que cela peut impliquer, de dire là, je ne sais pas, mais il me semble qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça que j'appelais l'avis du corps médical. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions et vos points de vue différents, mais qui alimentent nos réflexions. Merci beaucoup.